Les organismes vivants sont des systèmes complexes qui utilisent une multitude de molécules avec des structures et des fonctions variées. Ces molécules sont l'ADN, l'ARN ainsi que les protéines, qui sont les acteurs des mécanismes qui permettent aux organismes de vivre. Mais comme ce sont des systèmes clos, séparés du milieu dans lequel ils évoluent par une barrière appelée membrane qui sépare l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Membrane qui est composée aussi de molécules. Ces différentes molécules qui permettent le maintien de ces systèmes clos sont composées de 4 briques élémentaires. Bienvenue au bureau des sciences et voyons ensemble quelles sont les 4 briques élémentaires du vivant. Les 4 briques élémentaires du vivant servent à la construction des différentes molécules qui constituent la cellule, mais aussi peuvent servir comme messagers en transmettant des informations venant de l'intérieur et de l'extérieur de la cellule. Elles peuvent aussi simplement servir de source d'énergie pour des réactions chimiques. Ces briques sont créées, modifiées et assemblées par un ensemble de mécanismes qui sont le plus souvent médiés par des protéines qui facilitent les réactions chimiques. Ces protéines facilitantes sont appelées enzymes. Également, elles peuvent être importées dans l'organisme vivant, dans notre cas, par exemple, grâce à notre alimentation, et dans le cas d'organismes unicellulaires, donc composés d'une seule cellule, les briques sont importées du milieu dans lequel ils vivent vers l'intérieur des cellules. Après avoir mis un peu de contexte, entrons dans le vif du sujet. La première brique sont les bases azotées. Ces bases azotées sont les constituants de 2 des principales molécules des organismes vivants, car ils supportent l'information génétique. Je parle bien sûr du très célèbre ADN et de son messager, l'ARN. L'ADN est composé de ce que l'on appelle des désoxynucléotides, abrégés dans les textes et la littérature scientifique en général par DNTP, le P étant pour phosphate et le T pour sué, car il y a 3 phosphates. Les briques composant les ARN sont non pas des DNTP, mais des nucléotides comportant 3 phosphates, abrégés dans la littérature scientifique NTP. Alors ici, il y a une première différence entre les briques de l'ADN et des ARN, qui est ce D, qui signifie désoxy. La différence vient de la structure commune des bases azotées qui, dans un cas, les nucléotides, possèdent 2 groupements chimiques composés d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. Ce socle est un sucre, le ribose. Alors que pour les désoxynucléotides possédant un châssis qui est le désoxyribose, qui n'en possède que un. Ces bases azotées sont au nombre de 5 et qui fonctionnent en paire lors de leurs assemblages. On retrouve pour les DNTP la guanine qui est en paire avec la cytosine, puis l'adénine avec la thymine. Les bases de l'ARN, donc les NTP, sont les mêmes que pour l'ADN, sauf une petite exception. La thymine est remplacée par une autre molécule, l'uracile, qui est complémentaire avec l'adénine. Donc ici, le T devient U. Avec juste ces 5 molécules de base, l'information génétique est conservée et utilisée par toutes les formes que peuvent prendre les êtres vivants. Bon, avec cette première brique, voyons la brique suivante. Celle-ci compose les très célèbres et à juste titre, protéines. Les protéines sont les molécules qui catalysent les réactions chimiques d'un organisme. Elles servent aussi à le structurer, à la signalisation intercellulaire et intracellulaire, ou pour les non-initiés entre les cellules et dans les cellules. Et c'est bien sûr une liste non exhaustive. Les protéines sont composées d'acides aminés, souvent abrégés par AA dans la littérature. Ces acides aminés sont soit synthétisés par la cellule, soit ils doivent être importés depuis l'extérieur de la cellule. Dans ce cas, l'être vivant qui ne peut pas synthétiser l'un des acides aminés dont il a besoin est dit auxotrophe pour ce dernier, et bien souvent mourra en son absence dans le milieu. Ces acides aminés sont au nombre de 20 principaux et 2 rares. Donc voici la liste, et pour une fois, exhaustive des 20 principaux, avec leurs différentes abréviations. Car oui, pour simplifier la chose, ils n'ont pas une, mais 2
abréviations. L'une à 3 lettres, souvent les premières de leur nom, et une abréviation avec une seule lettre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pour la taille des fichiers et la lisibilité des séquences qui est beaucoup plus simple avec une seule lettre. Maintenant, regardons un peu la structure des acides aminés. On retrouve un tronc commun à tous les acides aminés qui possèdent une fonction amine. L'atome d'azote, le N, avec 2 atomes d'hydrogène qui forment l'une des extrémités de la molécule, appelée N-ter, le ter étant pour terminal. À l'autre extrémité, on retrouve la fonction acide carboxylique, un atome de carbone, le C, lié par 2 atomes d'oxygène. Cette extrémité est appelée C-ter et encore une fois, le ter, c'est pour terminal. Enfin, on retrouve le 3e groupement chimique, dit groupement fonctionnel, le R, qui donne les caractéristiques à l'acide aminé. C'est ce groupement chimique qui détermine comment on classe les acides aminés. Par exemple, est-il hydrophobe ou hygrophile? Est-il chargé positivement ou négativement? Ou même pas du tout? Et bien d'autres caractéristiques qui auront leur importance dans la structure 3-dimensionnelle et la fonction de la protéine finale. Enfin, c'est leur ordre dans la chaîne qui est important. Mais si vous voulez savoir comment se forment les protéines, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater la vidéo qui discutera de ce point. Maintenant que l'autopromo est faite, passons aux lipides. Les lipides regroupent un large éventail de molécules qui peuvent être hydrophobes ou amphiphiles, c'est-à-dire qui n'aiment pas l'eau, comme l'huile qui ne se mélange pas à l'eau, ou qu'elle possède un domaine hydrophobe et un domaine hygrophile, donc hygrophile qui aime l'eau. Ils ont également comme point commun le fait qu'ils sont riches en atomes de carbone, et souvent avec une longue chaîne de carbone. On retrouve 8 différentes classes de lipides biologiques qui ont toutes des fonctions très diverses, telles que la formation des membranes plasmiques. Elles ont aussi des rôles dans les mécanismes de signalisation ou encore de stockage de l'énergie. Ce sont là les fonctions les plus généralement citées, mais ils en ont bien d'autres tout aussi essentielles au travers des 3 règnes du vivant. Penchons-nous sur les 4 principaux lipides. On retrouve tout d'abord les célèbres acides gras. Comme indiqué par le nom, ce sont des acides carboxyliques, car ils possèdent un groupement chimique, dit acide carboxylique, le même que pour les acides aminés, qui est un atome de carbone lié par une double liaison à un atome d'oxygène par une simple liaison à un autre atome d'oxygène, qui lui aussi possède une liaison avec un atome d'hydrogène. Le côté gras du nom vient de la chaîne aliphatique, soit la longue chaîne de carbone. Les acides gras ont des noms qui sont fonction de la longueur de cette chaîne de carbone. Par exemple, le palmitate, plus connu sous le nom de l'huile de palme, possède 16 carbones. Et là encore, une subtilité avec les acides gras existe, ils peuvent être saturés ou insaturés. Ce terme, saturé et insaturé, est partout dans les médias, mais je suis presque sûr que peu d'entre vous savent ce que cela désigne. Pour comprendre, il faut tout d'abord intégrer que ces molécules ont une structure en 3 dimensions et prennent de la place dans l'espace. Lorsque tous les atomes de carbone des chaînes aliphatiques sont reliés par une seule liaison covalente, soit sur tous les schémas un seul trait, la chaîne est relativement linéaire. C'est un acide gras dit saturé. Mais si 2 carbones sont reliés par une double liaison, soit 2 traits sur tous les schémas, alors un coude apparaît entraînant un plus grand encombrement de l'espace. Cette double liaison correspond à une insaturation. Bien sûr, on parle de millions, voire de milliards de molécules qui interagissent entre elles, grâce notamment à leur chaîne carbonée, par le biais d'interactions dites faibles, souvent des liaisons hydrogènes. Ce qui fait que plus la chaîne est longue et moins il y a d'insaturation, plus le nombre d'interactions est important, permettant la formation d'un solide qui va résister plus ou moins bien à la chaleur. Par exemple, les beurres, ce sont des amas d'acides gras saturés, et l'huile d'olive, c'est un ensemble d'acides gras insaturés. Et leur rôle dans tout ça, ils servent de précurseurs aux lipides membranaires et aux lipides de stockage.
Les lipides de stockage sont le plus souvent des triacylglycérols, qui sont les constituants majoritaires des graisses animales et végétales. Ils portent aussi le nom de triglycérides qu'on utilisera souvent. Ce sont les constituants des cellules adipeuses, en tant que parfaite réserve d'énergie avec leur faible niveau d'hydratation et le fait que les triglycérides contiennent 2 fois plus d'énergie que les glucides. Pour donner un exemple, pour un homme de 70 kg style mon gabarit, il représente une réserve d'environ 100 000 kcal, contre seulement 600 kcal pour le glycogène, donc la réserve présente dans les muscles. Bon, et la structure? Elle est relativement simple, vu que ce sont 3 acides gras reliés entre eux par une molécule de glycérol. Pour ne pas simplifier les choses, bien sûr, il peut y avoir qu'1 à 2 acides gras liés au glycérol, donnant plusieurs appellations possibles et bien souvent barbares. On aura alors le 1-monoglycérol, si l'acide gras est lié en première position, ou le 2-monoglycérol, s'il est au centre. Selon la même logique, on retrouve le 1,2 diacylglycérol et le 1,3 diacylglycérol. Maintenant, regardons les phospholipides, les constituants des membranes cellulaires. Et commençons bien sûr par leur structure. En gros, c'est la même que pour les triglycérides, mais le 3e acide gras est remplacé par un alcool relié au glycérol par un phosphate. Cela donne une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Il est donc amphiphile. Les chaînes carbonées contiennent 16 à 18 carbones avec ou pas des insaturations. C'est l'alcool ici qui va donner le nom aux phospholipides. Les alcools qui existent sont majoritairement des groupements sérine, éthanolamine, choline, inositol et glycérol. Ce qui donne respectivement les lipides phosphatidylsérine, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidyle-inositol et le diphosphatidylglycérol. Pas facile tout ça. Ils s'assemblent pour former les membranes plasmidiques en bicouches dites lipidiques. Ils interagissent par leurs queues qui sont tournées vers l'intérieur de la membrane avec les têtes hydrophiles en contact avec le milieu extérieur et le milieu intérieur des cellules. Mais un deuxième lipide entre dans la composition des membranes, le cholestérol. En plus d'être l'un des composants essentiels des membranes cellulaires des eucaryotes, avec pour rôle le contrôle de sa fluidité, il est aussi le précurseur des hormones stéroïdes. Il fait partie de la classe des stérols, où ils partagent tous le même noyau de stérane avec 4 cycles fusionnés. On a enfin fini cette liste et description des principaux lipides biologiques. On s'entend toutefois sur le fait qu'il en existe beaucoup d'autres, et que cela n'est qu'une description rapide et fortement simplifiée de la réalité, mais crève d'avertissement. Et passons à la dernière brique élémentaire du vivant, les glucides, plus connus sous le nom de sucre. Comme pour les lipides, les glucides ont une nomenclature qui est elle aussi chargée, mais on va se concentrer sur la forme la plus basique, et non pas sur les assemblages des différentes molécules faisant partie des glucides, soit ici les monosaccharides. Il y a 2 catégories d'oses, les aldoses et les cétoses. Et plus particulièrement, ce sont les formes énantiomères D que l'on retrouve dans le vivant, donc les déaldoses et les décétoses. L'aldose type, c'est le déglucose, et le cétose type, c'est le défructose. Mais durant le reste de la vidéo, pour simplifier, on parlera de glucose et de fructose. Cette différence vient de la molécule de base qui permet de former les oses, donnant à terme aussi une structure qui est différente. Les aldoses sont formées à partir de glycéraldéhydes, tandis que les cétoses de dihydroxyde acétone. Pour chacune des 2 familles, leurs molécules de départ s'assemblent suivant une cascade, conduisant à la formation de nombreux monosaccharides. En bas des cascades, on retrouve le glucose qui est le sucre le plus stable, ainsi que d'autres sucres très connus comme le galactose et le mannose pour les aldoses. Pour les cétoses, on retrouve à la fin le fructose et bien d'autres sucres aussi tout aussi connus. Et les intermédiaires dans tout ça, comme le ribose, l'arabinose ou le xylulose, ils sont aussi utiles, bien entendu. Mais il y a un petit bémol. Ces sucres sont représentés de manière linéaire. C'est ce qu'on appelle la représentation de Fischer, en référence à son inventeur, Emil Fischer, qui travailla notamment
sur les sucres. Or, chacun de ces monosaccharides n'est pas linéaire, mais c'est une molécule circulaire, obtenue après l'acyclisation, que l'on voit mieux avec la représentation de Haworth. Nom venant de son créateur, le chimiste Walter Norman Haworth. Et je m'excuse pour la prononciation des noms. Prenons le cas du glucose comme exemple. La cyclisation se fait généralement entre le carbone 1 et le carbone 5, donnant à la sortie un hétérocycle à 6 sommets. Pourquoi hétérocycle? Parce que 5 des sommets sont à base de carbone et que le dernier est avec un oxygène. Bien sûr, ces sommets sont décorés avec des fonctions dont l'orientation va dépendre de la forme énantiomérique. Notamment l'orientation du premier carbone donnera différentes formes du glucose appelées anomères. Si la substitution est vers le haut, c'est la forme bêta, et si elle est vers le bas, alors c'est la forme alpha. Les deux formes se retrouvent en équilibre, avec 66% de l'anomère bêta contre 33% de l'anomère alpha. Ces chiffres correspondent bien sûr au glucose et vont varier en fonction de l'ose que l'on regarde. Bon, et après la structure vient encore une fois la fonction. Ils servent, comme vous vous en doutez, à stocker de l'énergie, mais aussi comme base des acides nucléiques, vu au début de cette vidéo, ou encore comme élément de la structure des parois bactériennes. Ils vont aussi jouer un rôle dans l'adhésion cellulaire et dans la reconnaissance. Tout cela est permis par les formes plus complexes des glucides, lorsque les oses s'assemblent en polymères appelés oligosaccharides, soit deux oses ensemble, ou de polysaccharides, qui est un assemblage de nombreuses oses pour former par exemple l'amidon. Les sucres vont aussi décorer des protéines formant de très grosses molécules appelées glycoprotéines, ou encore des lipides conduisant à la formation de lipopolysaccharides. Mais tout cela sera pour une prochaine vidéo. Pour conclure, ces 4 types de molécules servent de base à la synthèse de toutes les molécules qui composent les êtres vivants, que ce soit de la plus simple à la plus complexe, et cela à travers les 3 règnes du vivant. Si une seule des 4 venait à manquer, tout simplement vous ne serez pas là en train de m'écouter. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et lâchez un petit commentaire, et à un prochain rendez-vous dans le bureau des sciences, et n'oubliez pas que quand vous pensez au petit, voyez grand.